Vous est-il déjà arrivé de prendre de bonnes résolutions, de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour changer et malgré tout, de vous retrouver presque chaque fois à la case départ? Eh bien, si c'est votre cas, et surtout dans le domaine des relations, eh bien, je pense que cette 4e vidéo va vous intéresser encore plus que les 3 précédentes parce que c'est ici que nous allons vraiment comprendre pourquoi, malgré les meilleures intentions du monde, nous en arrivons à détruire la qualité de nos relations. Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de formation gratuite dans le cadre du lancement de l'Académie des relations authentiques. Je suis Jean-Jacques Rêvecoeur, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989 et l'heureux fondateur de 4 académies. L'Académie de la vie en mouvement, l'Académie de la vie consciente, l'Académie de la santé intégrale et l'Académie des relations authentiques, ce qui nous intéresse actuellement. Et cette 4e vidéo que j'ai préparée à votre intention avec beaucoup de plaisir s'intitule « En finir avec la peur de l'inconnu ». Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous vous souvenez que le but de cette série de 5 vidéos gratuites que je mets à votre disposition, c'est que vous soyez capable de mieux comprendre les principales dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans les relations interpersonnelles. Et si, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, si on n'est pas conscient de ces dimensions inconscientes, eh bien, on pourra faire tous les efforts pour améliorer la qualité de nos relations, eh bien, la plupart de nos efforts seront mis en échec et évidemment, ça va rendre inefficace aussi tout ce qu'on aura appris dans les principales théories de communication. Alors, si vous n'avez pas encore suivi les autres vidéos, moi je vous invite vraiment à le faire. Donc je vous invite à ne pas écouter et à ne pas continuer à écouter cette 4e vidéo et à vous référer dans le menu de navigation qui se trouve ci-dessus, eh bien, aux 3 premières vidéos que j'ai préparées. Donc en finir avec l'inconscience relationnelle, en finir avec le contrôle pour survivre et en finir avec les répétitions désespérantes. Pour cette 4e vidéo, l'objectif, c'est d'identifier les mécanismes inconscients. Donc là, on continue dans la même thématique, bien entendu, mais cette fois-ci, on va aller encore beaucoup plus en profondeur. Donc ce sont les mécanismes les plus profonds qui nous ramènent à la case départ dans nos tentatives de changement. Et vous allez voir que c'est très pernicieux et c'est très très inconscient. Et ça met en échec d'ailleurs la plupart de nos tentatives de changement, pas seulement d'ailleurs dans le domaine relationnel, mais aussi dans le domaine thérapeutique, dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que nous avons d'excellentes résolutions, on a la volonté de changer, et malgré tout, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, qui est totalement inconscient, qui va venir nous saboter. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, elle va vous donner des clés de compréhension, non seulement pour voir comment ne plus tomber dans ces pièges et revenir toujours à la case départ et de revenir toujours dans les mêmes merdes relationnelles dans lesquelles vous pataugez depuis des années, mais ça va vous donner aussi des clés pour comprendre pourquoi, lorsque vous faites une thérapie, lorsque vous voulez faire un changement professionnel, lorsque vous voulez changer votre façon de vous alimenter, etc., eh bien, vous retombez toujours dans les mêmes travers et vous revenez toujours à la case départ. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, j'ai préparé 4 chapitres aujourd'hui pour cette vidéo et je vous invite tout de suite à aborder le premier chapitre. Sans surprise, j'ai intitulé le premier chapitre « La difficulté de changer » puisque effectivement, c'est de cela dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Et je voudrais faire un récapitulatif en 1 minute de ce que je vous ai présenté dans les 3 vidéos précédentes de cette série. Et en fait, si vous regardez, nous sommes partis de l'inconscience relationnelle. Je vous avais donné 9
exemples, 9 mécanismes qui sabotent et qui sabordent la qualité de nos relations. Et on s'est rendu compte en fait que cette inconscience relationnelle nous amène à mettre en œuvre des scénarios de contrôle. Ces scénarios de contrôle qui engendrent eux-mêmes des cercles vicieux, et ce sont des cercles vicieux d'autant plus vicieux, je dirais, et d'autant plus répétés que finalement, même si nous essayons de contrôler et même si nous nous rendons compte que ces scénarios de contrôle ne fonctionnent pas, eh bien, on va s'entêter à continuer à mettre en œuvre les mêmes stratégies, alors qu'en fait, on sait, si on prenait un pas de recul, que ces stratégies de contrôle nous amènent à chaque fois à une situation répétitive où nos besoins fondamentaux sont frustrés. Et dans la 3e vidéo, on s'était demandé, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ces cercles vicieux se répètent à l'infini? Parce que bon, c'est vrai qu'un cercle vicieux, ça se répète, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas je siffle la fin de la partie et j'arrête, je change de stratégie de contrôle, par exemple, ou j'essaye d'avoir plus de conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est là que nous avons vu que ce qui verrouille ces situations répétitives et ce qui encourage ces situations répétitives, c'est que finalement, nous avons un bénéfice inconscient, un bénéfice secondaire, c'est comme ça que je l'avais appelé, nous avons un bénéfice inconscient qui est bien plus important que le préjudice et la frustration consciente que l'on vit dans ces cercles vicieux et dans ces situations qui ne se résolvent jamais positivement pour nous finalement. Et donc, c'est ça qui est quand même assez tricky, c'est ça qui est quand même assez piégeux, c'est que finalement, on se rend compte que, oui, on est frustré de notre vie, mais oui, on se plaint de la vie que nous avons, on se sent victime des événements, on se sent victime des autres, et pourtant, il n'y a rien qui change véritablement dans notre existence. Et c'est là que je vous avais révélé l'existence des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des avantages inconscients qui sont plus importants et que nous retirons de la situation. Et donc, nous avons tout intérêt à poursuivre ce scénario perdant consciemment, parce que inconsciemment, c'est l'apothéose. Bien, donc, vous vous souvenez de tout cela, et on pourrait se dire que si vraiment il y a une chose qu'il faut retenir de ces 3 premières vidéos, c'est que ce qui fout le bordel dans nos relations, ce sont les bénéfices secondaires que l'on retire de ces situations répétitives. Et c'est d'autant plus difficile à débusquer que nous sommes inconscients des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que ça, c'est le sens de la petite flèche bleue que je viens de rajouter, c'est que finalement, si nous étions conscients de nos bénéfices secondaires, il y aurait déjà une partie de nos cercles vicieux que l'on pourrait arrêter. Mais comme nous sommes inconscients, ça continue. Alors, je vous ai offert une question en or massif, justement pour essayer de débusquer un certain nombre de bénéfices secondaires, et j'espère que vraiment vous en avez profité et que vous avez examiné un certain nombre de situations que vous vivez en vous demandant finalement qu'est-ce qui arriverait d'extrêmement dramatique pour moi si cette situation devait s'arrêter. Et en fait, c'est ça vraiment le génie de cette question pour débusquer les bénéfices secondaires, c'est de se dire, ok, si j'arrête cette situation dont je me plains, qu'est-ce qui arriverait de dramatique pour moi si j'arrêtais cette situation? Et ça, c'est déjà une énorme révélation. Mais vous allez voir dans cette vidéo d'aujourd'hui que ce n'est pas suffisant de faire cela, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi ne changerait-on pas de bénéfice secondaire? Parce que une fois qu'on l'a identifié, c'est pas tout de l'avoir identifié en disant ouais je comprends maintenant pourquoi je continue ce scénario perdant, ce scénario qui est frustrant au niveau de mes besoins fondamentaux. C'est parce que mon bénéfice secondaire, c'est que chaque fois que je me plains, chaque fois que je joue la victime par exemple, on s'intéresse à moi. Voilà, on me donne de la reconnaissance, on me donne de l'amour, on me donne de la compassion.
Hein, tant que j'ai ma sclérose en plaques, hein, je reprends les exemples, ma fille reste auprès de moi et ne part pas en Amérique latine pour aller aider les personnes déshéritées, etc. Hein, donc mon bénéfice secondaire. Oui, mais pourquoi on ne change pas de bénéfice secondaire? Et c'est là que je vais vous donner un indice, et c'est là que nous allons plonger dans le terrier du lapin blanc, c'est la peur de souffrir. Changer de bénéfice secondaire, c'est de se dire « waouh !» Et c'est la peur de l'inconnu aussi, qui est le titre de cette vidéo d'aujourd'hui. De se dire « ok, mais si je change de bénéfice secondaire, moi je ne sais pas par quoi remplacer ce bénéfice secondaire par un autre bénéfice secondaire ou un autre bénéfice conscient. » Donc on pourrait se demander « mais d'où vient cette peur de souffrir ?» qui verrouille finalement tout le système. Hein, donc, si on reprend le graphique que je vous ai montré là, ce qui verrouille tout ce système, c'est la peur de souffrir. Mais d'où vient cette peur de souffrir? Pourquoi est-ce qu'on a peur de souffrir? Eh bien, au risque de vous surprendre peut-être, toute cette peur de souffrir, elle vient de cela. Elle vient de ce qu'on appelle le traumatisme de la naissance. Alors, la naissance peut s'être passé dans les meilleures conditions possibles, avec un accouchement dans l'eau, où la mère était tout à fait détendue, où on a accouché dans la pénombre, etc. Il n'empêche que pour tous les êtres humains, la naissance inscrit dans notre mémoire une mémoire de peur traumatique. Alors, très rapidement, parce que j'ai déjà expliqué ça à d'autres occasions, mais très rapidement, si on réfléchit à ce qui se passe au moment de la naissance, avant la naissance, nous vivions dans un contexte de constance, de répétition, de confort, de prévisibilité. Oui, puisqu'il n'y avait rien qui changeait. Hein, pendant 9 mois, on était en constant contact avec le ventre de maman, avec l'être de maman. On était en contact énergétique avec l'aura de maman. Il y avait une répétition des battements de son cœur, jour et nuit. Il y avait un confort, bien entendu, puisque j'étais protégé, j'étais dans une même température en permanence, dans un même niveau d'obscurité, etc. Et en plus, je dirais que les choses étaient prévisibles. À la limite, pour moi, dans le ventre de maman, le temps ne s'écoulait pas. Donc, il y avait une grande prévisibilité de ce qui allait se passer, puisqu'en fait, le temps ne s'écoulait pas. Et puis, bam, après, au moment où on est expulsé, alors qu'on a été logé, nourri, chauffé, blanchi, bercé pendant 9 mois, enfin plus ou moins 9 mois, eh bien là, on vit des changements permanents, on vit la nouveauté, on vit l'inconfort, on vit l'imprévisibilité. Hein. Donc si on devait dire que ce qui a été le plus dramatique dans notre naissance, c'est le fait qu'on est passé d'une situation de constance à une situation de changement. Mais ça va plus loin parce que la naissance, on est d'accord que c'est un changement. Hein. C'est quand même un changement d'état assez drastique, puisque on passe d'un monde intra-utérin au monde extra-utérin. Et il y a plein de choses qui changent en quelques minutes. Et ce changement, malheureusement, va générer de la souffrance. Oui, si j'ai faim 6 fois par jour, si j'ai mal au ventre plusieurs fois par jour, si je suis endormi, si je suis dans la pénombre, puis je suis éveillé, je suis dans la pénombre, je suis en contact, je suis plus en contact, etc. Tout ça, ça va générer de la souffrance, malgré tout le soin qu'on peut apporter aux bébés. Alors vous imaginez les bébés à qui on n'offre pas tous ces soins, mais c'est la même chose, avec des intensités différentes, si vous voulez. Donc ça veut dire que dans notre inconscient, il va y avoir des équivalences qui vont se mettre en place. La naissance égale le changement, égale la souffrance. Mais si vous y réfléchissez, la naissance, c'est aussi une mort.
C'est ce qu'on peut appeler une mort. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on passe d'un monde à un autre. Je passe du monde intra-utérin au monde extra-utérin. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on définit la mort? La mort, c'est passer d'un monde à l'autre. Hein? Je vais passer de ce monde à un autre monde. Je vais trépasser. Ce qui fait que, finalement, la naissance est vécue aussi comme une mort. Parce que du point de vue du bébé qui va naître, c'est passer d'un monde à un autre, de la même façon que lorsque nous allons mourir, nous allons passer d'un état à un autre. Et d'ailleurs, je reviendrai dans quelques instants à cette notion de mort, parce que finalement, on va aussi associer la souffrance à la mort, ou la mort à la souffrance. Puisque la naissance égale le changement égale la souffrance, ben, dans une égalité, si la naissance par ailleurs est égale à la mort, ben, ça veut dire que la mort est égale à la souffrance, c'est-à-dire que effectivement la mort va être redoutée comme un élément souffrant. Ça va? Vous avez vu, donc si je résume de façon écrite cette fois-ci, ce que je viens de vous dire, la naissance est le premier changement majeur de notre existence et c'est aussi notre première mort. Ce changement engendre la souffrance. De là, nous identifions tout changement comme une possibilité de souffrir à nouveau. Et donc là, on va commencer à toucher le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut changer quelque chose, on s'expose à la possibilité, c'est pas garanti, mais à la possibilité de souffrir à nouveau. Et comme personne n'aime souffrir, notre vie est sous-tendue en permanence par la peur de souffrir, la peur de changer et la peur de mourir. Ce qui fait que, comme perdre la relation, comme je vous l'ai déjà dit dans la deuxième vidéo, perdre la relation pour le bébé, pour le nourrisson, c'est risquer de mourir. Parce qu'effectivement, si maman m'abandonne, moi, je ne suis pas autonome pour me débrouiller tout seul et pour aller me nourrir. Donc, je suis complètement à la merci du fait que maman vienne ou pas. D'où mes tentatives de contrôle en permanence pour essayer de contrôler maman pour que mes besoins fondamentaux soient satisfaits. Mais donc, ça veut dire que si je perds la relation, je risque de mourir. Et donc, apparaît aussi la peur de perdre la relation comme une peur de mourir. Ça va? Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi, dans les relations, c'est là qui va être le plus difficile de modifier des dynamiques relationnelles? Parce que justement, nous sommes sous-tendus par la peur de souffrir, la peur de changer, la peur de mourir et la peur de perdre la relation. Et vous pouvez mettre des égalités entre toutes ces peurs. Et tout ça, c'est noyauté par le traumatisme de la naissance. Voilà. Ça, c'est le premier chapitre. Maintenant, nous passons dans un deuxième chapitre pour aller encore plus en profondeur dans notre sujet. Alors, n'en déplaise à Étienne Châtillier, qui est le réalisateur de ce film qui a eu énormément de succès en France en 1988, qui était « La vie est un long fleuve tranquille », eh bien, je vais vous démontrer que finalement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous allez voir pourquoi. Et ça va nous amener encore plus proche de la compréhension de pourquoi, lorsque nous essayons de changer quelque chose, nous sommes en permanence ramenés à la case départ. Parce que, je vous ai parlé du traumatisme de la naissance. Mais notre vie ne s'arrête pas au moment de notre naissance. Après, on va vivre un certain nombre d'années. D'ailleurs, si vous m'écoutez, c'est que vous avez vécu au minimum 18 ans. Hein. Je pense qu'il y a peu de personnes qui m'écoutent en dessous de 18 ans, bien que je sais qu'un certain nombre d'enfants, adolescents, adorent m'écouter en même temps que leur papa ou leur maman, et je les salue d'ailleurs parce que ça me fait très très plaisir de savoir que mon langage est accessible également pour des enfants de 8, 9, 10 ans ou des adolescents qui adorent m'écouter. Donc, bienvenue à vous aussi, mais ça veut dire que vous avez quand même vécu quelques années, au minimum 7-8 ans. Hein. En dessous de 7 ans, ça m'étonnerait que vous puissiez vraiment saisir toutes les nuances de ce que je vous raconte. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'enfance? Dans l'enfance, nous allons au minimum
au minimum, vivre des petits traumatismes. Et ces petits traumatismes vont venir s'ajouter à notre histoire. Alors, ces petits traumatismes, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent de ce que je nommerais le dressage que nous avons subi au niveau de notre éducation. Et pour traiter de ce sujet, si ça vous intéresse de l'approfondir, je vous recommande le livre extrêmement lumineux d'Alice Miller, qui était une psychanalyste américaine, qui est morte donc en 2010 et qui a écrit ce livre « C'est pour ton bien ». Et donc il faut bien comprendre ce titre, parce que quand on dit « c'est pour ton bien » à un enfant, très souvent on ne respecte absolument pas son intégrité, on ne respecte absolument pas ses besoins fondamentaux, on lui fait jouer des rôles qu'il n'est absolument pas capable de jouer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en réalité, on va démolir l'enfant sans le vouloir et sans le savoir. C'est ce que Alice Miller appelle la pédagogie noire. Bien. Et donc, c'est là où Alice Miller dit, effectivement, rares sont les personnes qui sont éduquées, élevées, bien élevées par leurs parents. Elles sont plutôt dressées de la même façon qu'on va dresser un animal de cirque ou un animal domestique. Et ce dressage va nous obliger, nous les petits-enfants, donc là, quand je parle de l'enfance, je parle de 0 à 7 ans à peu près. Ça va nous obliger à ce qu'on pourrait appeler en psychanalyse et en psychologie une réaction adaptative. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons adapter nos réactions, non plus en fonction de la recherche de la satisfaction de nos besoins, mais plutôt pour ne pas souffrir de la perte de relations que nous pourrions subir si papa ou maman ne m'aime plus et m'abandonne parce que je ne réagis pas comme ils attendent que je réagisse. Ça peut être aussi, je m'adapte par peur de souffrir parce que chaque fois que je me comporte de façon spontanée, c'est-à-dire par exemple je pleure ou je manifeste de la colère parce que certains de mes besoins n'ont pas été satisfaits et bam, je m'en prends une torgnole ou je me prends 2 torgnoles dans la figure, c'est clair que très vite je vais m'adapter en disant ok, mes besoins ne sont pas satisfaits, mais je me rends compte que quand je pleure, quand je hurle ma colère, eh bien je souffre encore davantage. Donc je préfère arrêter de souffrir des torgnoles que je reçois ou des menaces. J'ai déjà entendu des parents dire « si tu continues comme ça, je t'abandonne » ou « si tu continues comme ça, je te laisse au bord de l'autoroute, comme les chiens abandonnés » ou « si tu continues comme ça, je ne t'aime plus ». Waouh! C'est terrible. Il faut bien comprendre que dans la tête d'un petit enfant qui est complètement dépendant de ses parents, entendre ce genre de phrase, c'est une menace de mort. Donc c'est clair que je vais avoir des réactions adaptatives pour ne pas souffrir davantage, au détriment de mes besoins fondamentaux. Et donc on pourrait dire que, ok, c'est une habitude qui est gagnante à court terme, parce que j'évite de me prendre des raclées, mais c'est au détriment même de l'apprentissage de prendre soin de nos besoins fondamentaux. Et petit à petit, nous allons mettre en place cette habitude gagnante, et on pourrait dire que, étant donné les circonstances, l'enfant ne peut pas faire mieux que cela. C'est gagnant, c'est tout à fait adapté. Le problème, c'est que comme il a répété ça des centaines de fois, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il sera adulte? Eh bien, il va garder cette habitude. Et c'est là que, en psychologie, on dit que une habitude qui était gagnante lorsqu'on était petit, mais qui n'est plus du tout nécessaire lorsqu'on est adulte, parce que on ne dépend plus de papa et maman pour se nourrir, on ne dépend plus de papa et maman pour être aimé, on ne dépend plus de papa et maman pour gagner notre vie, etc. Donc on pourrait très bien laisser tomber cette habitude adaptative et de prendre soin, cette fois-ci, de nos besoins fondamentaux de façon consciente, responsable, adulte. Eh ben non, on ne le fait pas. Et c'est là que l'on peut dire que on tombe dans la névrose. Donc en fait, la névrose, c'est un comportement qui était adapté à court terme, mais à plus long terme,
devient totalement dysfonctionnel parce que, en fait, on n'a pas pris conscience que notre environnement a changé, parce que les conditions dans lesquelles nous sommes ne sont plus du tout les mêmes que celles dans lesquelles nous étions lorsque nous avions entre 0 et 7 ans. Ça va? Donc ça, c'est le concept de névrose qui est, je dirais, une des façons de verrouiller notre difficulté à changer. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que, en fait, ça, je vous ai parlé des petits traumatismes. Mais il y a aussi les grands traumatismes, les autres traumatismes. Et pour vous parler des autres traumatismes, j'aimerais faire référence à quelqu'un que j'ai bien connu, qui est Cyrine Benmamou, qui est spécialiste de la croissance post-traumatique et qui définit très clairement la différence entre un trauma et un traumatisme. Parce qu'en fait, un trauma, c'est ce qu'on pourrait appeler un choc brutal. C'est le choc que l'on vit à un moment donné de notre existence, et je vais vous donner des exemples de trauma dans quelques instants. Et ce trauma peut ou pas se transformer en traumatisme, dit Cyrine Benmamou, quand ce choc n'a pas pu être intégré psychiquement ou émotionnellement par la personne qui vit ce choc. Donc en fait, nous ne sommes pas égaux, si vous voulez, face au même choc. On peut être 10 personnes dans une salle, on vit le même choc, par exemple un terroriste arrive dans la salle avec une arme à la main, en nous menaçant de mort. Bon, ben c'est un choc traumatique, c'est un choc brutal en tout cas pour les 10 personnes, mais puis bon, finalement les choses vont s'arranger, quelqu'un va être capable de neutraliser le terroriste, personne n'est mort, mais par la suite, certaines personnes, parmi les 10 personnes, vont souffrir d'un choc post-traumatique et donc vont être victimes de traumatisme, alors que d'autres n'auront aucun symptôme et ne seront même pas affectés. Pourquoi? Mais parce que certaines personnes sont capables d'intégrer psychiquement et émotionnellement la situation et le choc, alors que d'autres ne le sont pas. Et c'est à ce moment-là qu'un trauma, un choc, va devenir un traumatisme. Alors, quels sont les traumatismes qui peuvent exister toujours dans notre enfance, entre 0 et 7 ans? J'ai listé un certain nombre de choses en me basant aussi sur mon expérience, en me basant sur mes lectures, mais il est clair que les séparations brutales entre 0 et 7 ans, ce sont des chocs traumatiques assez difficiles à intégrer pour un petit enfant. Vous imaginez le petit enfant dont la mère meurt à l'âge de 3 ans, c'est quelque chose qui va le poursuivre jusqu'à sa mort. J'ai accompagné dans mes séminaires de formation à l'époque où j'étais encore dans les salles physiques, des personnes, des hommes ou des femmes qui avaient plus de 70 ans et qui ne s'étaient toujours pas remis du choc traumatique de la mort de leur mère lorsqu'ils avaient 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est impressionnant à voir. Alors, a fortiori quand les 2 parents meurent ou quand les 2 parents nous abandonnent, etc. Donc c'est une séparation brutale. Si j'ai un petit frère ou un grand frère, si j'ai une petite sœur ou une grande sœur qui meurt tué brutalement dans un accident de voiture ou renversé par une voiture, eh bien c'est clair, c'est une séparation brutale qui va laisser des traces traumatiques extrêmement profondes. Même chose, un petit animal qui se fait écraser alors que c'était mon minou, j'avais 5 ans et ce petit minou était tout pour moi, d'autant plus qu'il y avait un climat de tension familiale qui était assez difficile à vivre, et ce petit chat était tout mon refuge, à moi, petit garçon de 5 ans. Et puis ce petit chat se fait écraser sous mes yeux sur la route par une voiture. C'est un choc, c'est un traumatisme. Bon, c'est un choc, c'est un trauma, mais qui risque très probablement de devenir un traumatisme important. Et on verra évidemment quelles sont les conséquences de cela. Alors, je passe plus vite sur les autres exemples, mais l'exposition précoce à la pornographie. Donc, un petit enfant qui découvre
une revue pornographique dans la table de nuit de son papa ou dans l'armoire de son papa, ou qui découvre un film pornographique sur Internet à l'âge de 6 ans, 7 ans, 11 ans, etc., c'est un choc brutal qui va provoquer une effraction dans le psychisme de l'enfant. Et à ce niveau-là, si vous voulez approfondir ce sujet, je vous recommande le livre d'Ariane Billeran qui est L'imposture des droits sexuels, puisque c'est ce qu'on est en train de faire actuellement en imposant, c'est l'OMS et l'UNESCO et l'ONU qui sont en train d'imposer à toutes les écoles d'Occident un programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et des relations sexuelles. C'est Evras ou Evars. Et c'est absolument, non seulement une imposture, mais c'est un crime d'exposer les enfants à partir de l'âge de 4 ans dans les écoles maternelles, puis dans les écoles primaires, et puis le début du secondaire, d'exposer des enfants à des contenus pornographiques, à des propos qui n'ont absolument rien à voir avec leur réalité du moment. Un enfant de 4 à 7 ans n'a pas de sexualité, comme le dit très clairement Ariane Billeran. Et leur parler de masturbation, de cunnilingus, de fellation, etc., lorsqu'ils ont 4-5 ans, si vous ne me croyez pas, franchement, allez lire le livre d'Ariane Billeran, allez chercher des vidéos qu'elle a faites pour dénoncer cette imposture et ce crime contre toute une génération d'enfants. C'est vraiment traumatiser une génération entière d'enfants en faisant ce genre de choses. Il y a aussi les expositions précoces à la violence. Je dirais que les parents ne se rendent pas compte que laisser les enfants regarder des films d'action qui sont de plus en plus violents, de plus en plus insupportables au niveau de la violence. Moi qui ai connu les films d'action des années 60 et des années 70, où, oui, il y avait des poursuites de voitures, mais enfin, c'était plus amusant, je dirais, c'était drôle, mais il n'y avait pas ce niveau de violence qui est celui d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'une exposition précoce à la violence peut devenir également un choc traumatique qui se transforme en traumatisme. Alors bien entendu, pour aller encore plus loin dans l'horreur, les jeux de pouvoir de la part des parents vis-à-vis de l'enfant, les maltraitances, les abus psychologiques, bien entendu, vont laisser des traces énormes et finalement les incestes, les abus sexuels, les viols sur enfants, ça c'est vraiment probablement le pire qu'on puisse faire subir à un enfant en termes de traumatisme. Et vous voyez, si je n'ai parlé que de ce qui se passe pour l'enfant entre 0 et 7 ans, c'est parce que à partir de 7 ans, nous avons intégré dans notre mémoire et notre mémoire traumatique, pratiquement tout ce qui a été vécu de traumatisant. Depuis la naissance, bon ça, il n'y a personne qui y échappe, mais par la suite, les névroses, pratiquement personne n'y échappe non plus avec le dressage que nous subissons de la part de nos éducateurs, mais il y a aussi les autres traumatismes qui peuvent jalonner l'existence des individus. Et avec tout ça, je me suis dit, mais alors, comment est-ce qu'on peut réagir à cela si nous n'avons pas encore la maturité et la solidité psychique et psychologique pour faire face à ce genre de traumatisme? Eh bien, j'ai fait un petit dessin qui vaut ce qui vaut, c'est que finalement, ces traumatismes vont engendrer de la souffrance. Mais cette souffrance à un niveau du traumatisme est tellement insupportable que nous allons vivre un moment d'amnésie. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons oublier cette souffrance et nous allons oublier le traumatisme qui était derrière tout cela. Ce qui fait que si le niveau de souffrance est encore plus important, c'est pas seulement d'amnésie dont il va s'agir, mais il va
carrément s'agir de dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, beaucoup de personnes me l'ont confié dans ma carrière professionnelle, à un moment donné, j'ai entendu le témoignage d'énormément de femmes dans mes séminaires qui disaient le jour où j'ai été violée, j'avais 13 ans, j'ai été violée par un oncle que je connaissais très bien, en qui j'avais confiance, que j'aimais beaucoup, etc. Et j'ai été non seulement en sidération, mais finalement je n'ai rien senti parce que j'étais dissocié. C'était tellement inconcevable pour moi, à l'âge de 13 ans, de me faire violer, de me faire pénétrer par quelqu'un en qui j'avais confiance, que j'aimais, etc., que je me suis coupé de mon corps, je suis sorti de mon corps. Et ça, ce sont des dizaines de témoignages que j'ai entendus de la part de ces personnes. Mais c'est une façon, si vous voulez, de se protéger d'une souffrance qui est absolument indicible et qui est absolument impossible à appréhender et à intégrer dans notre psychisme. Ça va? Et tout ça, évidemment, va faire basculer tout le bazar dans l'inconscience. Nous sommes devenus totalement inconscients de ce qui nous est arrivé. Et si vous avez regardé le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, qui est accessible en vidéo à la demande, eh bien, vous entendrez que toutes ces femmes qui témoignent des abus qu'elles ont subis dans leur toute petite enfance, il leur a fallu entre 30 et 40 ans pour retrouver la mémoire et la conscience de ce qui leur était arrivé entre 0 et 6 ans. Ce qui fait que si je reprends maintenant mon schéma de tout à l'heure, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'inconscience, l'amnésie et la dissociation, finalement, nous empêchent d'être confrontés à l'intensité de ces souffrances que nous ne sommes pas capables de regarder en face, que nous ne sommes pas capables d'intégrer psychiquement et que nous ne sommes pas capables de transmuter. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que on tombe dans l'inconscience, dans l'amnésie ou dans la dissociation, ou les trois. C'est parce que nous ne sommes pas capables, à ce moment-là, de regarder en face notre souffrance. Et c'est là où on peut se dire que, finalement, tout ce cercle vicieux que je vous ai décrit dans les 3 premières vidéos, il est verrouillé par nos peurs. Nos peurs de souffrir tellement intensément qu'il n'est pas question que nous changions et il n'est pas question que nous soyons confrontés à la perte des relations ou la peur de mourir, etc. Et c'est ça, vous voyez, pourquoi est-ce que je continue mes scénarios de contrôle? C'est parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Oui, mais si tu arrêtais de contrôler, oui, non, mais ça tu t'adresses à ma tête, là. Mais toutes mes cellules qui portent en elles la mémoire de peur traumatique te disent non, il n'est pas question que je change quoi que ce soit parce que je risque de mourir comme je l'ai déjà vécu dans les traumatismes, les petits ou les grands traumatismes que j'ai vécus dans ma petite enfance. Évidemment, vous n'allez pas dire ça de façon consciente, mais c'est ça qui se passe. C'est que je continue malgré tout le scénario de contrôle parce que c'est le seul que je connais et c'est le seul qui me rassure quelque part sur le fait que je ne vais plus toucher cette souffrance innommable, indicible que j'ai touchée à un moment donné de ma petite enfance. Même chose pour les cercles vicieux, même chose pour les situations répétitives et même chose pour les bénéfices secondaires. Je n'ai aucune motivation et je n'ai aucun intérêt à prendre le risque de changer de bénéfice secondaire parce que ça m'exposerait peut-être à la peur d'être reconfronté au traumatisme que j'ai vécu lorsque j'étais petit ou petite. Voilà pour le 2e chapitre. On a fait à peu près le tour de tout ce qui était théorique et maintenant nous allons passer à des choses plus concrètes pour voir justement qu'est-ce qu'on fait avec ça. D'accord? 3e chapitre. Bon, alors le 3e chapitre, c'est un chapitre un peu plus amusant et qui va vous donner quelques points de repère pour que vous soyez capable de soupçonner
l'existence de certaines peurs qui verrouillent tout votre système de fonctionnement finalement. D'accord? Bon. Et parmi toutes les stratégies inconscientes que nous mettons en place pour ne pas changer, parce qu'en fait, si on ne veut pas être confronté à la peur du changement, la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de perdre les relations, il faut qu'on mette en place des stratégies inconscientes, bien entendu, involontaires, pour surtout ne rien changer. Je veux bien faire tous les séminaires de communication que je veux, à une condition, c'est qu'il n'y ait rien qui change dans ma vie. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous payez des milliers de dollars ou des milliers d'euros pour faire des thérapies, pour faire des séminaires de formation. Vous achetez plein de livres pour dire allez, il faut que je change, il faut que je change. Vous prenez des bonnes résolutions le 1er janvier de chaque année et en fait, il n'y a rien qui change. Et ce n'est pas la faute du thérapeute, c'est pas la faute du séminaire de formation, c'est pas la faute des bouquins qui sont mal foutus. Non, c'est parce que vous n'avez pas encore touché ce qu'il fallait toucher. Et j'ai donné des formations de thérapeute à un moment donné, et c'est ça que je leur expliquais. Je disais, mais en fait, c'est pas que vous êtes de mauvais thérapeutes, c'est que simplement, il y a une chose dont vous ne tenez quasiment jamais compte, c'est que la personne ne veut pas mourir. Parce que pour elle, changer de comportement, ça équivaut à mourir. Et elle ne veut pas mourir. Et ça, vous allez entendre au 4e chapitre. Donc, première stratégie, donc il y en a 4. Première stratégie pour ne pas changer, c'est de cultiver nos névroses. Bon, je pense que je vous ai bien expliqué ce que c'était une névrose. Donc, si à table, on me disait on se tait quand les adultes parlent, maintenant que je suis adulte, je continue à me taire lorsque les adultes parlent, ne me rendant pas compte quelque part que moi aussi je suis adulte et que je ne suis plus en présence de papa qui est sur le point de me donner une raclée. Et donc, en cultivant mes névroses, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'arrêter le temps. Si je continue à me comporter de façon adaptative, comme je l'étais quand j'étais petit, et que, effectivement, c'était tout à fait adapté de se taire quand les adultes parlaient à table, j'arrête le temps. Et donc ça, c'est la deuxième stratégie que nous mettons en place inconsciemment pour ne pas changer, c'est d'arrêter le temps. Alors vous allez me dire, comment on fait pour arrêter le temps? En fait, on peut vivre dans la nostalgie du passé. De mon temps, c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tout le temps dans la nostalgie. Parce qu'en faisant ça, je fais comme si le temps s'était arrêté, comme si le temps ne s'écoulait plus. Et de toute façon, arrêter le temps, c'est aussi une façon de ne pas risquer qu'il y ait des changements nouveaux ou des choses inconnues qui vont me percuter et qui vont me faire souffrir à nouveau. Donc en fait, si j'arrête le temps, j'arrête la possibilité de me faire frapper par un événement traumatique. Je peux rester donc dans mes souvenirs, dans la nostalgie. Je peux aussi, c'est très subtil, mais réfléchissez à ça, afficher des photos de mon passé dans mon logement. À l'époque de mon mariage, à l'époque où mes enfants sont nés, mes enfants ont eu leur première communion, ou sont rentrés à l'école, où l'enfant a perdu sa première dent, etc. Puis le mariage des enfants, etc. Et donc, ce qui fait que votre maison ou votre logement, petit à petit, devient un musée de tous les souvenirs de votre passé. Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir des photos. Moi-même, j'ai des photos de mes enfants quand ils sont nés, etc., etc. Mais c'est clair. Sauf que ces photos ne se trouvent nulle part dans ma maison accrochées au mur. Ces photos, elles se trouvent dans des albums photos. Et de temps en temps, quand j'ai envie de regarder comment mes filles ont évolué, comment elles étaient, quelle tête j'avais moi quand j'avais 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, etc., je regarde une fois tous les 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, mais quand vous voyez inconsciemment les photos de votre passé affichées au mur tous les jours, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de conditionner votre inconscient en disant « surtout ne change pas ».
Et toi non plus, tout n'a pas changé, disait la chanson. Ben c'est ça, exactement. Tu n'as pas changé. Hein? C'est vraiment c'est quelque chose de pernicieux parce qu'on le fait parce qu'on trouve ça chouette d'avoir toute une série de photos, mais réfléchissez à l'impact que ça peut avoir pour vous encourager à effectivement arrêter le temps. Alors, quand je cultive mes névroses et que j'arrête le temps, ben, d'une certaine façon, je suis en train de répéter mon passé. Et ça, c'est quand même très intéressant de répéter son passé. Pourquoi? Ben, parce que il y a un concept en philosophie qu'on appelle la semelle facticité. Alors c'est un gros mot de philosophe. Semelle en latin, ça veut dire toujours, et facticité, c'est le fait que les choses se sont faites. Bon, voilà, la facticité, toujours. Donc en fait, le fait que vous m'écoutez aujourd'hui à tel jour, à telle heure. Alors, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais regardez votre montre maintenant. Et regardez quelle est la date aussi. Voilà, maintenant. Eh bien, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous venez de faire là, c'est-à-dire de regarder votre montre et de vous souvenir de la date à laquelle vous êtes, vous ne pourrez jamais revenir en arrière pour vivre autre chose que ce que vous venez de faire au moment où je vous ai demandé de regarder votre montre. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose qui s'est passée à chaque instant de notre passé, s'est passé pour toujours. C'est-à-dire, moi, ici, maintenant, il est quelle heure? Il est 6h39. Oui, c'est ça, il est 6h39. Eh bien, je ne pourrai jamais dire que à la même date d'aujourd'hui, à 6h39, j'étais dans mon bain ou j'étais dans la cuisine en train de manger une barre de chocolat ou non, je pourrai jamais. À 6h39, j'étais dans mon studio. Et ça, je ne pourrai jamais le changer. Donc, s'il y a des choses qui existent dans mon passé, ça veut dire que tout ce qui est dans mon passé ne pourra jamais changer. Donc, si je répète indéfiniment mon passé, c'est comme si je bouclais le temps dans une boucle temporelle infinie. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo du film Un jour sans fin. Eh ben, c'est exactement la même chose. Mais pour l'inconscient, c'est l'apothéose parce qu'on a arrêté le temps. Ben oui, si je répète en permanence le passé, le temps ne s'écoule plus, je continue à entretenir mes névroses et tout va bien. Enfin, tout va bien pour mon inconscient. Bon, allez, quatrième stratégie que j'avais envie de vous livrer, mais il y en a beaucoup d'autres et ça, je les explique dans le programme approfondi de l'Académie des relations authentiques, c'est de conserver ma personnalité quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, et ça, quand vous y réfléchissez, c'est vrai que si je conserve toujours la même personnalité, ben en fait, je cumule les trois avantages. C'est que je continue à être dans mes névroses, je suis toujours le même, je ne change pas un iota de ma personnalité. J'arrête le temps, ben oui, je suis toujours le même, je réagis toujours de la même façon, j'ai toujours les mêmes opinions, j'ai toujours les mêmes blagues que je sors dans les dîners de famille, etc. Bon, voilà, j'arrête le temps et je répète mon passé. Et en plus, il y a un autre avantage auquel parfois on ne pense pas au niveau systémique, c'est qu'en faisant ça, surtout, je ne vais pas choquer l'entourage. C'est-à-dire que je vais figer le système relationnel avec les gens de mon entourage. Et ça c'est vraiment intéressant de regarder ça de nouveau de façon systémique. Parce que si je commence à changer, qui est-ce qui va être mal à l'aise du fait que je suis en train de changer de personnalité, pour un mieux, pour moi en tout cas? Ben, c'est que mon entourage me dit « Ah ben, je te reconnais plus là. Ah ben attends, où est-ce qu'il est le Jean-Jacques que j'ai toujours aimé là? Le Jean-Jacques qui était toujours prêt à rendre service, etc. T'as bien changé là? Est-ce que t'es pas rentré dans une secte ou quoi? C'est quoi ton problème là ?» Et donc, vous avez l'entourage qui fait pression sur vous pour que vous redeveniez le brave garçon que vous étiez auparavant. Et ça aussi, ça met en échec
vos tentatives de changer. Vous voyez, c'est tout ça qu'on travaille dans l'Académie des relations authentiques. Bien, allez, 4e chapitre. Alors bien entendu, vous connaissez cet adage qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Et effectivement, c'est bien de cela dont je vous parle aujourd'hui. Et je pense que nous en avons tous fait l'expérience au moins quelques fois dans notre existence. Alors, j'aime bien ce que dit Elizabeth Gilbert, qui est l'auteur du livre Mange, prie et aime, dont on a fait d'ailleurs un film avec Julia Roberts, si mes souvenirs sont bons. Et Elizabeth Gilbert disait « Nous pourrions changer notre peur du changement en curiosité pour l'inconnu ». Je dirais « Ma chère Elizabeth, fine, hein, of course ». Mais c'est pas si simple que cela, parce que nous avons toujours un élément de mémoire traumatique de peur qui est toujours là. C'est très facile de dire « Ouais, ce serait bien de changer notre peur du changement en curiosité pour l'inconnu ». Oui, mais pour cela, il va falloir affronter l'épreuve du feu. Et c'est la raison d'ailleurs maintenant, si vous n'avez pas encore compris, pourquoi j'ai choisi cette image-là pour illustrer cette 4e vidéo de formation. C'est que, effectivement, ce qui nous est demandé, si nous voulons véritablement changer des choses dans notre vie, pas seulement notre vie relationnelle, mais en général, eh bien, il va falloir affronter l'épreuve du feu. Alors, je vais vous l'illustrer dans une histoire, c'est l'histoire de Françoise, la brave fille. Alors, pour vous donner le tableau très rapidement, Françoise, 40 ans, célibataire, très joviale, un petit peu en surpoids quand même, et elle travaille dans une école, et dans cette école, en fait, c'est vraiment la brave fille qui rend service à tout le monde, à ses collègues professeurs, à sa directrice, etc. Par ailleurs, elle s'occupe de son père malade et qui a un sacré sale caractère, alors qu'elle a un frère et une sœur, mais qui ne s'occupent jamais du papa. C'est elle qui doit, après ses heures de travail, aller chez son père, qui l'engueule quasiment tous les jours, mais elle prend soin de son père. Donc en fait, elle rend service à tout le monde, en plus de donner ses cours. Elle va faire des photocopies pour ses collègues de travail, alors que c'est pas son job. Enfin bon, vous voyez un peu le tableau. Et puis, elle vient faire un atelier chez moi qui s'appelait « Prendre soin de ses besoins ». Elle avait déjà fait les ateliers sur les jeux de pouvoir et la communication. Et à un moment donné, on fait un exercice collectif. Bon, je ne vous donne pas les détails, mais dans cet exercice collectif, qui est un exercice non verbal, elle se retrouve à un moment donné à devoir prendre soin des besoins de toute une série d'autres personnes. Parce que j'avais demandé aux participants de ce séminaire de venir avec un coussin ou un doudou de cette taille-là au minimum, et qui symbolisait leurs besoins fondamentaux. Et donc, on a fait plein d'exercices où, par exemple, on prenait soin de ses besoins, donc on mettait le coussin ou le doudou sur le ventre, etc., et on le berçait, etc., pour bien ancrer dans son corps, dans ses cellules, l'importance de prendre soin de ses besoins. Et puis, il y avait un exercice où on pouvait échanger et on pouvait confier nos besoins à quelqu'un d'autre, etc. Bon, je vous donne pas le détail, mais à un moment donné de l'exercice, qui est complètement non-verbal, Françoise est au milieu de la salle et elle se retrouve avec une quinzaine de coussins sur elle. Et j'arrête le jeu, enfin de toute façon le jeu était terminé, et je dis à Françoise, reste là au milieu. Je dis, mais ton besoin, t'en as fait quoi ? Il est où ton besoin? Comment tu en prends soin? Je lui pose juste la question. Et là, elle s'effondre en larmes. C'est un choc, mais majeur pour elle. Elle se rend compte qu'en fait, à force de prendre soin des besoins des autres, elle en avait complètement oublié et même perdu de vue où se trouvait son coussin dans la salle, qu'elle avait confié à quelqu'un d'autre. Et là, elle pleure le reste de l'après-midi de cette journée d'atelier.
Et puis bon, l'atelier se termine, elle dit que ça a été vraiment une prise de conscience majeure, elle se rend compte qu'en fait, elle est l'esclave, entre guillemets, de tout le monde, de ses collègues, de ses élèves, de sa directrice, de son père, de son frère, de sa sœur, etc. Et elle comprend pourquoi, tout à coup, elle est célibataire et que, en fait, elle n'a pas le temps pour elle, quoi. Hein, et je vous rappelle qu'elle était quand même dans un sacré surpoids, et elle fait le lien aussi entre son surpoids et le fait qu'elle porte les besoins de tout le monde. Quelques semaines plus tard, elle m'appelle au téléphone. Alors, habituellement, les participants n'ont pas mon numéro de téléphone, mais elle, c'était la professeure de danse de mes filles, et on était amis. Donc, elle m'appelle et elle me dit « Jean-Jacques, je suis un monstre. Je suis en train de faire le vide autour de moi. Chaque fois que quelqu'un me demande un service, je l'engueule comme du pu, je l'envoie paître, je l'envoie chier, et je lui dis que je ne suis plus son serviteur, je ne suis plus sa servante, et qu'il aille faire ses photocopies elle-même. J'ai engueulé la directrice, j'ai engueulé mes élèves, j'ai engueulé mon père, j'ai dit à mon frère et ma sœur d'aller s'occuper de mon frère parce que moi j'en ai ras-le-bol de trucs, mais je suis un monstre. Écoutez bien, je suis un monstre, Jean-Jacques, je ne me reconnais plus et j'ai l'impression que je vais terminer ma vie toute seule. Et c'est là que moi, dans ce genre de circonstances, je ne dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Hein, sinon, je serais un gourou. Mais ça, c'est une vocation à laquelle j'ai toujours renoncé. Parce qu'un gourou, c'est quelqu'un qui devient dépendant de ses adeptes. Et moi, ça ne m'intéresse pas de perdre ma liberté pour mes adeptes. Et je lui dis, écoute, tu as le choix. On a toujours le choix dans la vie. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères retourner dans tes scénarios d'avant, où tu étais la brave fille qui prenait en charge les besoins de tout le monde? Tu te souviens de l'exercice que nous avons fait? Ou est-ce que tu persévères dans le fait d'essayer de prendre soin de tes besoins? Elle dit, ouais, mais tu te rends pas compte, je suis complètement maladroite, je suis en train de briser toutes mes relations, etc. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que tu préfères? Elle dit, non, je veux pas retourner en arrière. Bon, ok. Je dis, écoute Françoise, tu as fait mon séminaire sur les jeux de pouvoir, tu as fait mon séminaire sur la communication. Je pense que tu as assez d'outils pour aller t'excuser dans 3-4 mois auprès de toutes ces personnes que tu as envoyées chier, et tu leur expliqueras à ce moment-là que c'était un processus important pour toi. Mais en attendant, si vraiment ce qui est important, c'est que tu continues sur ta lancée parce que tu ne veux pas revivre ce que tu as vécu pendant plus de 20 ans, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça en reste là. Et 2 mois plus tard, je donne une conférence à Bruxelles et je vois une jeune femme très élégante s'approcher de moi. Il y avait un certain nombre de personnes qui me posaient des questions. Cette femme attend et puis elle s'avance vers moi et elle m'embrasse. Habituellement, les femmes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, enfin si, elles me connaissent, mais moi, les femmes que je ne connais pas, elles vont pas venir m'embrasser comme ça, mais elle me dit « Bonjour Jean-Jacques » et là, je reconnais la voix de Françoise. Mais je ne la reconnais pas physiquement. Je dis « Mais Françoise, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle dit « Je dis, t'as suivi un régime, je t'ai jamais vu comme ça. » Elle me dit « Non, j'ai continué à gueuler sur tout le monde. » Et j'ai constaté que j'ai perdu 30 kilos en 3 mois. Et c'est là que je me suis rendu compte que les protections qu'elle a mises en parole, en disant maintenant je pose mes limites, je me protège et je protège mon intégrité de mes besoins fondamentaux, n'avait plus besoin d'être somatisé par son corps. Parce que la graisse, c'est une protection, si vous voulez. Bon, ça, on le sait, hein. Et donc, elle n'avait plus besoin de cette protection somatisée, puisque elle prenait la responsabilité de sa protection en parlant. Enfin, même en hurlant et en engueulant les gens. Et elle me dit,
Tu sais, en plus, j'ai été retrouver toutes les personnes comme tu me l'as suggéré. Il n'y en a aucune qui ne m'a fait un reproche parce qu'ils m'ont tous dit que le fait que j'avais réagi comme ça les avait fait réfléchir et ils s'étaient rendus compte à quel point ils m'avaient exploité de façon honteuse. Et finalement, j'ai dû demander pardon à personne parce que tout le monde s'est excusé vis-à-vis de moi et en disant qu'ils avaient parfaitement compris pourquoi j'étais en colère comme ça. Fin de l'histoire, que j'ai trouvé vraiment très instructive, c'est pour ça que je vous la raconte. Et si on devait schématiser ça, eh bien, je dirais que on part, en fait c'est une valse à 3 temps. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on revient toujours à la case départ. Parce que la case départ, c'est la case 1. C'est je rends service à tout le monde, j'ai un bénéfice conscient, qui est que je suis apprécié de tout le monde, mais j'ai un bénéfice secondaire qui est encore bien plus important, qui est que je répète mon passé. Par exemple, je suis encore dans ma névrose parce que quand j'étais toute petite, c'était ça que je devais faire, etc. Et malgré tout, il y avait une frustration inconsciente de mes besoins, mais c'était inconscient. Mon bénéfice secondaire est inconscient aussi. Mais vous voyez que j'ai plus, donc j'ai 3 plus et j'ai un seul moins. Donc ça veut dire que tant que je suis dans cet état-là, je vais continuer à rendre service à tout le monde. Sauf que, à force de rendre service à tout le monde, j'en arrive à la case numéro 2, qui est que je continue à rendre service malgré tout, même si je me rends compte que j'ai plus très envie de m'occuper de mon père, j'ai plus très envie de faire les photocopies de mes collègues, et ça, tout ça c'est avant le séminaire, l'atelier. Donc mon bénéfice conscient, il est nul. Par contre, mon bénéfice secondaire, c'est que je continue à répéter mon passé, je continue à arrêter le temps, je continue à cultiver mes névroses, donc ça, tout va bien de ce côté-là. Par contre, mes besoins sont de plus en plus frustré jusqu'à ce que je fasse l'atelier et là, la frustration devient consciente. Donc là, j'ai une frustration consciente des besoins qui sont frustrés. Et donc là, j'ai mis 3 moins. Donc j'ai 2 plus, 1 0 et 3 moins, ce qui fait que là, je me dis non, il faut que je change. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on a envie de changer. Mais le désir de changer n'est pas encore suffisant. Parce qu'il va falloir que je traverse l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est que je vais arrêter de répéter mon passé, je vais arrêter de cultiver mes névroses, je vais changer de personnalité et je vais arrêter d'arrêter le temps. C'est-à-dire que je vais accepter de changer. Et c'est là que j'arrive au 3e temps de la valse, où je prends soin de mes besoins, en engueulant tout le monde. Mais là, vous avez entendu ce qu'elle dit. Elle perd son identité, elle perd sa personnalité, elle n'est plus la brave fille. Elle perd le contrôle aussi, elle se dit « ça y est, je suis un monstre, je vais perdre toutes mes relations. » Et en plus, je suis maladroite parce que mes besoins sont encore frustrés. J'ai pas encore satisfait mes besoins, là. J'ai juste envoyé paître les gens, mais je suis loin d'être satisfaite. Ce qui fait que finalement, je suis passé de la case numéro 2 où j'avais quand même encore un bénéfice et j'étais quand même encore dans une situation connue, mais frustrante, à une situation inconnue et toujours frustrante. Et même plus frustrante, parce que je perds mon identité, je perds ma personnalité, je perds le contrôle et je perds mes relations. Donc en fait, j'ai rien gagné. Au contraire, je préfère encore retourner dans mon ancienne stratégie, parce que là, au moins, mes névroses, enfin mon inconscient, était apaisé. J'étais pas confronté à la peur du changement, qui est immense. Donc qu'est-ce que je fais ? Je reviens à la case départ. Je reviens à 0. Et c'est reparti pour un tour. Et en fait, vous voyez, c'est ça qui fait que finalement, nous échouons dans nos tentatives de changer. C'est que lorsqu'on arrive dans la 3e phase, on croit que le changement qu'on est en train de faire est inadapté parce que on vit plein de choses
frustrante, souffrante. On passe d'une situation frustrante et connue à une situation frustrante et inconnue. Et à choisir entre deux mots, le moindre est encore plus acceptable que l'autre. Donc la case numéro 2 est beaucoup plus acceptable que la case numéro 3. Et donc c'est là où je vais revenir à la case numéro 1 qui va me faire rebasculer très rapidement dans la case numéro 2. Et donc je vais m'enfermer dans ce scénario névrotique indéfiniment. Voilà ce que je voulais vous dire, et il nous reste évidemment une vidéo dans quelques jours pour voir comment nous allons sortir de tout cela. Bon, je sais que cette vidéo a été encore plus longue que les autres, mais je trouvais vraiment important de vous livrer tout ce que je vous ai livré et de partager avec vous le fruit de mes réflexions. J'avais préparé quelque chose de différent au départ, mais c'est en revoyant mon diaporama que je me suis dit mais non, je peux encore aller beaucoup plus loin et intégrer toute la notion de traumatisme, parce qu'effectivement, ne pas intégrer cette dimension, c'est faire l'impasse sur des éléments fondamentaux qui nous empêchent effectivement de vivre la vie que nous voudrions vivre et de vivre la qualité de relation auxquelles nous aspirons. Alors, à vous de jouer. Maintenant, c'est bien d'avoir entendu tout ce que je vous ai raconté, mais si vous ne faites rien de tout cela, je ne vois pas comment les choses vont pouvoir changer pour vous. Donc, je vous demande de faire un résumé, d'appliquer aussi les explications que je vous ai données aux situations où vous êtes revenu à la case départ. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu l'histoire de Françoise, je pense qu'elle est assez claire. Donc, essayez de voir, quand vous avez fait des changements, est-ce que vous n'étiez pas dans la situation où, effectivement, vous êtes passé d'une situation frustrante mais connue à une situation frustrante et inconnue. Et donc, finalement, le choix était vite fait, vous êtes revenu en arrière. Et à partir de tout cela, je vais vous inviter à tirer les enseignements dans votre carnet de ce que vous avez entendu en lien avec votre vie et d'écrire sous cette vidéo ce qui a résonné et ce qui a été révélé de vous. Voilà. De toute façon, vous pouvez utiliser des pseudonymes, donc vous ne dévoilerez pas votre intimité, mais ça me fait plaisir toujours de lire ce que vous avez retiré de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager le lien de cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la 5e vidéo. Et cette vidéo s'intitule « Construire des relations respectueuses, c'est possible ». Donc ça, ce sera la bonne nouvelle après tout ce que je vous ai raconté sur les traumatismes. Et ce que je vous invite à préparer pour cette vidéo numéro 5, c'est de faire le bilan de ce que vous avez dépensé en temps, en énergie et en argent pour améliorer vos relations et les conséquences que ça a eu pour vous. Donc ce serait vraiment très intéressant que vous fassiez ça en préparatif de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans quelques jours pour la 5e et dernière vidéo.